Bonjour et merci de vous être connecté à ce webinaire sur la politique d'achat responsable. On se donne 1-2 minutes pour laisser les inscrits euh, entrer en ligne et puis on démarre. Est-ce que quelqu'un peut se manifester pour me dire si vous m'entendez bien? Oui, Olivier, c'est parfait. Ok, super, merci beaucoup. Allez, on se donne 1 minute pour laisser les derniers arriver. Sur mon écran. Ok, super. Non. Ah oui, non, ça ne va pas être possible. Je vais démarrer. Eh bien, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de démarrer ce webinaire sur les achats responsables. J'ai le chat sous les yeux, donc si jamais il y a des questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Sinon, comme on fait comme d'habitude, on échange à l'issue. Alors, le sujet aujourd'hui, toujours dans le cycle des achats responsables, on va parler de la politique d'achat, du pourquoi faut-il mettre en œuvre une politique d'achat. En guise d'introduction, je vais vous citer plusieurs éléments. Tout d'abord, le nouveau référentiel de la Haute Autorité de Santé. Je vous rappelle que ça fait partie des achats responsables des priorités, avec la DGOS qui a créé ce qu'on appelle le programme phare sur les achats responsables et qui va bientôt fournir des livrables à la profession sur les différents critères de choix. Je voudrais vous rappeler également l'existence de la charte et du label RFAR, Relations fournisseurs et achats responsables du ministère de l'économie, qui va prendre de l'ampleur dans les mois qui viennent, très certainement. Et enfin, le plan national des achats durables, le PNAD, qui oblige le secteur éco-responsable, environnementaux et sociaux dès lors qu'il y aura achat public. J'imagine que le secteur privé ne pourra pas regarder le train passer sans agir. Donc, vous avez là le canevas de ce qui se passe en France aujourd'hui sur les achats. Et puis plus récemment, vous le savez aussi, la loi climat et résilience qui évoque, vous et moi, bon, c'est encore un peu de temps, mais à l'échelle macro, c'est très très court, obligeant les prestataires qui vendent des produits de fournir l'analyse du cycle de vie des produits, ce qui veut dire que ça va faire bouger les lignes très rapidement. Alors, que retenir sur la dynamique des achats responsables et de cette fameuse politique d'achat? Tout d'abord, l'idée, si on met les choses dans le bon ordre, c'est d'avoir une politique RSE qui soit globale et structurée. Ça, c'est le fondement même d'une stratégie RSE à l'échelle d'une organisation. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quand même, là aujourd'hui, la CAP nous accueille. C'est la CAP qui organise ce webinaire. Petit clin d'œil à M. Sadoine, Isabelle Hamelin et Paul Boucherie, qui aujourd'hui ne peuvent pas être à nos côtés, mais qui nous soutiennent pleinement. Donc, vous avez sous les yeux, et puis vous l'aurez, puisque vous savez que c'est enregistré, la politique RSE de la CAP, avec leurs différentes sources d'informations, leur raison d'être, l'accompagnement et les référencements éco-responsables qui sont générés, avec une démarche très participative, puisque l'ensemble des parties prenantes, que ce soit vous-même, adhérents, que ce soit les industriels, les fournisseurs de biens ou de services, eh bien, sont impliqués dans toute cette stratégie. Et puis, bien sûr, au cœur des achats, les principes éthiques, avec des engagements très forts, et puis en termes d'exemplarité, le fait en interne déjà, c'est là qu'on commence à parler dans une politique RSE de politique d'achat, de privilégier des produits éco-conçus et biosourcés, d'optimiser la qualité de vie au travail, d'entreprendre des actions pour la réduction des impacts environnementaux, de promouvoir la santé environnementale dans le cadre de tous les métiers de cette structure et de piloter un plan de formation continue. Avec bien sûr aussi le volet de l'impact sociétal qui pour moi est le plus important, c'est la dernière étape des démarche RSE, c'est-à-dire d'embarquer entre guillemets l'ensemble de ces parties prenantes, très bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, dans cette politique RSE. Donc ça, c'est le fondement d'une stratégie d'une entreprise, c'est de mettre noir sur blanc
ce qu'une entreprise veut faire au regard de sa raison d'être. La deuxième étape, c'est d'écrire une politique d'achat responsable qui soit partagée par tous les acheteurs. Cette phrase est importante parce que dedans, il y a plusieurs choses. D'une part, le fait d'avoir une politique d'achat, mais surtout qu'elle soit partagée entre les acheteurs. Parce que si vous prenez l'idée de celle qui nous accueille aujourd'hui, vous avez à peu près une soixantaine d'acheteurs. Si la politique est juste affichée au mur et que les acheteurs ne la connaissent pas, eh bien, vous imaginez bien que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, le principe, c'est vraiment de former et d'éduquer, de former en continu les acheteurs sur le sujet, que cette politique soit révisée même annuellement. Et je rentrerai dans le détail de ce qu'est une politique d'achat, mais je vais dérouler l'ensemble de la présentation. La troisième étape, c'est la réalisation d'une cartographie des achats. Je vous rappelle ce que c'est que la cartographie, c'est qui achète quoi et à qui. On avait déjà fait un webinaire là-dessus. Mais c'est quand même le fondement parce qu'avant de décrire sa politique d'achat, eh bien, il faut savoir exactement qu'est-ce que j'achète et qui achète quoi. Ce qui est assez surprenant dans une organisation, quelle qu'elle soit, une TPE, une PME, un établissement de santé, c'est que dès lors qu'on dit aux établissements, avez-vous fait votre cartographie des achats? Savez-vous qui achète quoi et à qui? La plupart du temps, on me dit oui, oui, on le sait. On est 4 ou 5 dans la structure. Et puis quand on a passé une heure dans la structure, on s'aperçoit qu'en fait, vous avez entre 15 et 20 personnes qui achètent. Parce que la secrétaire qui s'occupe des fournitures de bureau, bien, c'est quelqu'un qui achète. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir défini annuellement ce qui achète quoi et à qui pour être sûr d'embarquer justement toutes les parties prenantes dans la définition de cette politique d'achat. Ensuite, il y a la définition des critères de choix, c'est-à-dire au regard de cette politique, d'intégrer l'ensemble des critères dans 100% des achats. Et ça, ce n'est pas forcément toujours fait. Alors, qu'est-ce qu'on met comme critères de choix? Je vous rappelle ceux qui sont ceux sur lesquels on insiste. Ici, dans tous les référencements, eh bien, il y en a d'autres, mais je vais vous évoquer les principes. On a rajouté récemment la réduction des nuisances sonores, c'est-à-dire qu'au travers de l'indice vert, je vous en citerai un exemple tout à l'heure, eh bien, au travers de l'indice vert, on a rajouté le principe de la réduction des nuisances sonores, ça fait partie de la politique de la maison, et c'est après décliné en critères de choix pour l'ensemble des fournisseurs. Pourquoi ce sujet? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les nuisances sonores sont la 4e cause de dépenses de l'assurance maladie, on n'en a pas forcément la conscience, avec une priorité nationale qui a été donnée dans le nouveau plan national santé-environnement, et un critère nouveau sur la Haute Autorité de Santé dans le secteur sanitaire sur le sujet. Nous avons rajouté aussi les émissions de champs électromagnétiques qui font partie en santé environnementale des nouveaux items à suivre. Eh bien, ça fait partie des nouveaux critères de choix. Bien sûr, la qualité sanitaire et l'analyse des composants de tout ce qu'on achète, que ce soit un composant médical, type dispositifs médicaux en plastique à usage unique, pouvant contenir des phtalates notamment, et pas que, ou du bisphénol A, mais aussi tout ce qui est matériaux de construction, de rénovation, avec un taux de composés organiques volatiles qui apparaît sur la fiche de données des déclarations environnementales et sanitaires ou sur les FDS des produits d'entretien. Et puis bien sûr, la fameuse empreinte carbone ou l'analyse du cycle de vie permettant de connaître vraiment l'impact d'un produit ou d'un service. Et puis un sujet très très important sur lequel on va insister très lourdement avec l'ensemble des fournisseurs référencés à la CAP, eh bien, c'est la qualité des emballages directs et indirects, qualité, quantité, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les établissements les plus vertueux qui veulent revaloriser des déchets, eh bien, sont sanctionnés et taxés parce que ça leur coûte plus cher que de tout remettre en ordures ménagères. Donc, l'idée, c'est véritablement d'intégrer dans ces critères de choix cela, mais pas uniquement, c'est un exemple. Et je vous rappelle que la CAP a mis en place l'indice vert, qui est l'outil qui permet de classer les fournisseurs en fonction de leur engagement. Vous en avez un petit extrait ici permettant de transformer la politique d'achat de l'établissement en critères de choix extrêmement précis. Ensuite, l'idée, eh bien, c'est de choisir une centrale de référencement, une centrale d'achat, ce n'est pas la même chose, ou un GHT, un groupement hospitalier de territoire qui soit engagé, c'est-à-dire que la politique d'achat que je vous évoque là, ou les audits que l'on peut faire, eh bien, s'appliquent aussi bien à un fournisseur qu'à une centrale d'achat. Si vous choisissez une centrale d'achat, une centrale de référencement ou un GHT, eh bien, il faut aussi ses propres critères. Et puis surtout, c'est la logique des contrôles permanents. Aujourd'hui, on est dans une dynamique, dans un pays qui est très engagé en termes d'intention sur le sujet de la RSE et de la politique d'achat. Alors là, l'intention, j'en entends parler tous les jours. Par contre, pour passer de l'intention à l'action, c'est un univers qui n'est pas le même. On découvre aujourd'hui beaucoup d'allégations qui peuvent être mensongères, trompeuses,
en découvre très souvent. Il nous arrive même de saisir la DGCCRF, on vient encore de le faire cette semaine, sur des produits distribués en crèche et en maternité. Je vous donne un exemple. Produits distribués en crèche et en maternité en France. Une eau de Cologne, utilisée dans ces établissements-là, mentionnée eau de Cologne sans alcool. C'est l'allégation, c'est la promesse du fournisseur. Et dans la composition, eh bien, vous avez 98% d'alcool. Ça, je ne vais pas vous dire qu'on en trouve tous les jours, mais c'est tous les 2 jours. Donc la logique du contrôle permanent, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit parce que lorsqu'on a une politique RSE, une politique d'achat, une cartographie, des critères, eh bien derrière, il faut contrôler que tout ce qui est raconté est une réalité. Sinon, je peux vous garantir que 90% des allégations peuvent vous embarquer sur des choses qui sont fausses. Alors, pour revenir au cœur du sujet, sur cette politique d'achat responsable, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire savoir à ces parties prenantes, voilà, ça c'est celle de la CAP, ça sert à faire connaître à l'ensemble de ces parties prenantes eh bien, quels sont les objectifs extrêmement précis sur tout type de spécialité. Ce que je vous ai mis à l'écran, eh bien, c'est la politique d'achat de cet établissement en interne. Là, je ne vous parle pas des critères de référencement de la CAP. Là, je vous parle de l'entreprise CAP qui s'est définie sa propre politique d'achat. C'est pour vous essayer de vous inspirer. Eh bien, qu'est-ce qu'on y retrouve? Sur la famille, par exemple, des fournitures de bureau, eh bien, de prioriser des fournisseurs qui sont bien classés dans l'indice vert, tout ce qui est papier issu de forêts gérées équitablement, tout ce qui peut toucher les encres d'impression, tout ce qui permet aussi le tri, la collecte sélective sur ces différentes fournitures. Sur les travaux d'imprimerie, même chose. Sur les prestations de restauration et traiteur, une entreprise comme celle-là eh bien, achète beaucoup de prestations. C'est important de pouvoir avoir des critères, notamment sur la loi Egalim, de produits de saison, de produits français, si possible, avec de la vaisselle durable, pas jetable. Ça fait partie des critères de cette maison, notamment. Et puis, bien sûr, la réduction des volumes de reste alimentaire, le fameux gaspillage alimentaire. Au passage, je le cite à chaque fois, mais qui représente 4% des émissions de gaz à effet de serre en France, soit l'équivalent des émissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile. Sur les produits d'entretien, eh bien, prioriser des fournisseurs classés par l'indice vert avec des emballages recyclables et surtout prioriser des produits écolabellisés. Sur le matériel informatique, pareil, prioriser des fournisseurs qui soient répondant à l'indice vert et puis avec des labels d'économie d'énergie, voire même de réparabilité, de recyclabilité du matériel, etc., etc., sur les locations de salles, sur l'énergie, avec une énergie, si possible, verte, avec un minimum de 12%, pouvant aller jusqu'à 23%, et puis demain, peut-être être en autoconsommation, voire en production d'énergie verte à 100%. Et puis sur les déplacements, c'est la mise en place d'une politique de voyage pour les collaborateurs avec privilégier le train. Voilà des objectifs d'une politique d'achat, par exemple, d'une maison comme celle-ci. Et puis, je vais vous montrer quelque chose de très, très structuré d'un fournisseur très engagé en France, Vlad, qui fabrique des piles, qui est un fournisseur référencé par la CAP, qui est labellisé à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Donc, eux, ils ont vraiment une politique d'achat qui est totalement exemplaire, mettant en lumière les 5 valeurs de la société. Donc, c'est aussi la possibilité de faire connaître à toutes ces parties prenantes quelles sont ces valeurs de respect, d'engagement, de vérité, d'état d'esprit et de solidarité. Ça permet de positionner ces différents engagements pour tout le monde, avec plusieurs priorités. 1, assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs. Donc ça, c'est un peu le contenu de la charte RFAR, c'est-à-dire de s'engager dans une dynamique de partenariat et pas dans une dynamique de je vais serrer et étrangler mon fournisseur. Non, on est dans une dynamique de long terme, de respect, d'équité financière. C'est aussi la valorisation de la collaboration entre le fournisseur en question et l'ensemble de ses fournisseurs stratégiques. Là aussi, dans une logique de partenariat sur du long terme. C'est aussi réduire les risques de dépendance financière réciproque entre Vlad et ses fournisseurs. Et encore dans l'éthique, des choses qui sont vraiment très posées, gravées dans le marbre de cette société. Des engagements très forts sur le coût global, donc ça c'est une clé en termes d'achat. On voit aujourd'hui beaucoup d'erreurs sur l'achat en France, c'est-à-dire on a l'impression de faire un coût en diminuant de 1 centime un produit, sauf que si on n'a pas pris la notion de coût global en intégrant le transport, l'empreinte carbone, le poids du déchet,
les dispositifs de protection individuelle. Si on n'intègre pas tout ça, en fait, on a l'impression de faire un coup, mais en réalité, on s'est trompé. Intégrer bien sûr les problématiques environnementales, donc là elles sont de plus en plus nombreuses, de connaître notamment le recyclage en fin de vie d'un produit, c'est là qu'on parle de l'analyse du cycle de vie, des modalités de traitement, de pollution qui peuvent être générées, directes ou indirectes, de consommation d'énergie, l'empreinte carbone du produit. Donc c'est très important de mettre ça dans sa politique, parce que de ce fait, ça va faire savoir à l'ensemble des parties prenantes que l'on a cette dimension de mesure de l'empreinte qui est faite en permanence. C'est aussi d'avoir la notion de la responsabilité territoriale de l'entreprise avec la création d'emplois locaux non délocalisables, avec la possibilité même de créer des systèmes et des filières de valorisation locale ou d'actions comme de la reforestation, des actions de mécénat local, donc une responsabilité territoriale, ce qu'on appelle l'impact sociétal du développement durable. Et on est même aujourd'hui en France, grâce à la loi Pacte, en train de créer des sociétés à mission, mais surtout des territoires à mission. Et d'ailleurs, Vlad, qui est sur le territoire de Tours, a annoncé hier soir sur son territoire le premier territoire à mission français pour embarquer l'ensemble des structures type associatives, collectivités ou entreprises dans un schéma de territoire à mission. Les achats, c'est aussi une fonction spécifique, c'est aussi un processus avec une formation continue des acteurs. C'est très important de le faire, de le dire et de le rappeler. C'est aussi un élément de la politique d'achat. Et puis, une fonction achat chargée de piloter globalement la relation fournisseur, c'est un tout. C'est quelque chose de très engageant avec une fonction achat pilote qui coordonne l'ensemble de la relation commerciale pour faciliter la relation, que ce soit le plus fluide possible. Bien sûr, un engagement. Donc là, c'est un exemple avec l'ensemble des membres de la direction, bien sûr, des fonctions support et des acheteurs qui s'engagent dans cette politique. Ce n'est pas un petit machin caché dans un coin. Non, une politique d'achat, ça doit être connu de l'ensemble des acteurs et ça répond à cette cartographie du qui achète quoi et à qui. Et j'ai envie de dire dans quelles conditions. Alors maintenant, pour conclure ces quelques minutes avant de passer à la logique de l'échange, là, je vous fournis, et vous aurez ce document, une trame. Parce que la difficulté, c'est toujours de dire par où je commence. OK, j'ai compris, il faut que je fasse une politique d'achat parce que ça me permet de graver dans le marbre quels sont mes engagements. Et bien là, vous avez une trame qui vous permet, surtout ne faites pas un copier-coller, c'est juste pour avoir une espèce de guide pour vous permettre de réfléchir à la vôtre en équipe. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette trame? Eh bien sûr, un volet purement économique. Notre organisation s'applique à rechercher dans ses achats le bon équilibre entre la contrainte économique et l'exigence environnementale, ainsi que les dimensions sociales et sociétales. Nos engagements sur le volet économique peuvent être, par exemple, de mesurer pour chaque achat les besoins réels, quantitatifs et qualitatifs. On s'arrête une seconde là-dessus. Ça peut paraître anodin d'écrire ça, mais il s'avère qu'en réalité, l'analyse du besoin, c'est l'étape numéro 1. Et très souvent, il s'avère que l'analyse du besoin n'est pas faite. On achète par habitude et pas forcément par rapport à l'analyse d'un besoin précis du terrain. Toujours dans le volet économique, de prendre l'habitude vraiment de systématiser, de raisonner en coût global qui intègre le coût d'achat, du transport, des assurances, de l'exploitation d'un produit ou d'un service, de la maintenance, de la gestion des déchets générés, de tout ce qui peut être dispositif de protection individuelle qui est rarement mesuré en fait dans une organisation. Et puis réduire les risques de dépendance réciproque pour assurer une équité financière, on l'a déjà évoqué avec l'exemple de Vlad tout à l'heure. Le volet environnemental, notre organisation s'engage à limiter l'impact sur la santé et sur l'environnement de ces achats en analysant leurs externalités positives et négatives. Donc, c'est le terme qu'il faut retenir, les externalités. Ça remplace le mot impact, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, on signifie ces sujets-là. L'engagement sur le volet environnemental, ça peut être de privilégier des biens et des services certifiés par un label, encore faut-il maîtriser le contenu d'un label, mais ça peut être un objectif très important. Et puis aussi grouper, mutualiser les achats, parce que c'est en groupant et mutualisant que l'on peut obtenir les meilleurs rapports qualité-prix sur ces sujets-là. Privilégier aussi les produits d'occasion ou reconditionnés, ça peut être très important. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de choses très intelligentes sur ces sujets-là. On a même des applications applicables dans le monde de la santé pour des médicaments qui seront non pas périmés, mais périmables dans un mois. On peut les remettre en ligne quand on s'aperçoit qu'on a un stock de médicaments qui sera périmé le mois prochain. Pareil sur des reconditionnés, sur tout un tas de matériel informatique notamment. Bien sûr,
Favoriser les achats de proximité, ça c'est une clé, hein. L'économie circulaire, les circuits courts, c'est vraiment une clé d'avenir que de faire en sorte d'acheter des produits de proximité. On avait déjà eu cet exemple sur les achats jetables, par exemple de gants ou de masques à usage unique. Eh bien, il existe des cartographies de fournisseurs locaux. On peut aujourd'hui acheter des dispositifs de ce type dans sa région. Il y a une vingtaine d'industriels qui se sont organisés sur le territoire pour réduire l'impact des transports. Prendre en considération dans cette politique les consommations d'eau et d'énergie d'un service ou d'un produit, eh bien ça devient aujourd'hui un critère de choix, si on l'a défini dans sa politique, qui est majeur. Prenons pour exemple certains sous-traitants comme le linge ou la restauration collective. Eh bien aujourd'hui, on peut se donner comme objectif de dire à un fournisseur de linge, eh bien fournissez-moi le nombre de kilowattheures par kilo de linge lavé ou le nombre de kilowattheures par plateau repas généré si je suis un fournisseur de repas. Eh bien, vous vous apercevrez très rapidement que si vous mettez cette exigence, un fournisseur qui traditionnellement avant était à 12 kWh par kilo de linge lavé va passer à 6 si on lui fixe, des objectifs extrêmement précis. Pareil sur les plateaux repas et les kilowattheures des plateaux repas. Si on ne pose pas la question, ça n'évolue pas. Si on pose la question, vous allez voir que ça évolue très vite. C'est aussi cet impact sociétal que vous avez. Limiter la production des déchets dès l'étape de l'achat. Donc ça, c'est une priorité absolue dans les mois à venir, puisqu'on s'aperçoit bien qu'on peut réduire de 10, 20, 30, 40, 50%, même plus, les déchets directs et indirects générés par des achats. On l'a vu encore tout récemment avec les éco-organismes. Petit clin d'œil à l'hôpital européen à Marseille qui nous a alerté là-dessus. Éco-organismes qui sont censés réduire l'empreinte en France des déchets, eh bien, qui livraient des cartons non pas en palette, mais montés, cartons d'un mètre cube pour récupérer des déchets, ce qui est assez surréaliste, c'est-à-dire qu'en alertant l'éco-organisme, ils sont passés de 52 semi-remorques à 7 par an, juste en mettant des cartons à plat et ne pas les livrer pleins. Vous voyez que les déchets, ça peut aller loin dans le détail. Exclure des produits et services ayant un trop fort impact sanitaire et environnemental. Derrière cette phrase, il y a tout ce qui est le principe de la dépollution, le principe de la réduction des perturbateurs endocriniens ou des risques chimiques dans la composition des produits. Ça, c'est aussi un élément absolument clé. Enfin, sur le volet social et sociétal, eh bien, l'organisation s'engage à réaliser des achats éthiques, solidaires, équitables. Nos engagements sur ce volet-là, eh bien, c'est de veiller au travers de nos achats, de respecter les droits de l'homme. Ça fait partie des sujets extrêmement compliqués parce que là, on est souvent sur du déclaratif. De créer des relations saines et honnêtes avec ses partenaires, ça va mieux en le disant, mais surtout en le réalisant. Et là, je vous le répète, le label RFAR peut vous y inviter et peut vous y aider, puisque vraiment, c'est très branché, ce label, sur les relations équitables entre les différentes parties prenantes. Soutenir des actions inclusives et également tout ce qui est épanouissement du tissu économique local, régional et l'inclusion dans le territoire. Enfin, c'est assurer des relations équitables, transparentes et de qualité avec l'ensemble des partenaires. Enfin, des derniers critères, à mon avis, majeurs à inclure dans une politique d'achat responsable. C'est aujourd'hui totalement émergent dans le pays. Ça nécessitera de vous former de manière continue sur le sujet. C'est d'inclure, au-delà des aspects de la décarbonation et de la dépollution que j'ai cités, tout ce qui touche la réduction de la déforestation importée, qui est une clé majeure pour la santé humaine et animale dans la décennie et dans les décennies qui arrivent. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que les achats que nous générons dans le monde concourent à la destruction de 15 millions d'hectares de forêt par an. 15 millions d'hectares de forêt par an. Je ne vous parle même pas des incendies et toutes ces choses-là. Je vous parle juste des achats que nous-mêmes générons. La France est l'Europe est le deuxième continent au monde à générer cette déforestation importée. Et il est important maintenant de mettre dans une politique d'achat, de s'engager à privilégier les labels, les écolabels, les circuits courts, pour que véritablement on réduise cette déforestation importée. Parce que quand on détruit 15 millions d'hectares de forêt par an, on détruit les écosystèmes des animaux sauvages, chez qui on a identifié 5000 virus. Je peux vous affirmer que la Covid ne sera qu'une petite plaisanterie par rapport à ce qui est devant nous si on continue à détruire 15 millions d'hectares de forêt par an. Donc réduire cette déforestation importée, c'est lutter contre les zoonoses, contre les épidémies et les pandémies de demain. Voilà pour résumer ce grand chapitre de la politique d'achat responsable.
écrire, graver dans le marbre ces grands objectifs, les partager avec ses parties prenantes pour embarquer collaborateurs, fournisseurs, industriels dans des grands objectifs de décarbonation, de dépollution et de déforestation à porter. C'est mieux quand on écrit et surtout, c'est mieux quand on l'évalue chaque année et quand on contrôle ce que l'on raconte et ce que racontent nos industriels et nos fournisseurs. Voilà, je vous invite maintenant à partager, ouvrir vos micros, faire part de vos expériences, de vos questions sur le sujet. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes très engagés sur ces thématiques-là. Je sais également qu'il y a des collaborateurs de la CAP en ligne. Vous êtes en relation avec des fournisseurs ou des établissements, des grands comptes notamment. Je suis à votre disposition pour échanger sur tous ces sujets-là. Ne me laissez pas tout seul parler à l'ordinateur, je vous en supplie. Il en va de ma santé mentale. Merci d'avance. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour prendre la parole. Ça vous laisse sans voix, c'est l'hypoglycémie peut-être? Est-ce que tout est fluide pour vous? Est-ce que vous avez les uns et les autres une politique d'achat dans votre établissement? Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'atteignable, d'incommensurable? Qu'est-ce que vous avez sur le sujet comme interrogation, comme affirmation? Bon, je me dévoue. Ah, merci, vous allez me sauver. Ouais, je vois ça, là. Ça me faisait de la peine. Bon, merci déjà pour cette présentation et pour répondre à votre question. Donc, on a une vigilance plutôt qu'une politique, je dirais, pour l'heure au sein de notre établissement. Et l'objectif, justement, de participation à cette rencontre, bah, c'était d'avoir un peu des éléments à transmettre aux responsables d'achat divers qu'on a dans notre structure, à savoir une maison d'enfants pour ce qui nous concerne. Voilà, donc je suis satisfait voilà, des infos reçues. J'ai pris la liberté voilà, de noter un certain nombre de choses et je crois savoir que le webinaire en lui-même est enregistré. Et voilà, je vois que notre responsable hébergement, notre chef de cuisine n'a pas pu participer à cette réunion, mais voilà, j'aurais le souhait qu'ils prennent au moins connaissance de ces informations et en ça, je vous remercie. Voilà. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, merci déjà de ne pas me laisser tout seul face à mon ordinateur. Si vous voulez vous amuser, entre guillemets, à avancer par rapport à ce que vous avez entendu, vous pouvez faire un truc très simple. Vous prenez la trame que j'ai présentée en dernière partie, vous prenez cette trame et vous essayez de vous l'approprier, mais de manière la plus simple possible. Pour moi, une politique d'achat, c'est un recto verso, pas plus. Ce n'est pas un rapport de 40 pages que personne ne va lire et qui va saouler tout le monde. Ce n'est pas du remplissage, ce n'est pas du verbiage, c'est surtout pas ça. C'est un recto verso. Qu'est-ce que je peux, dans ma maison d'enfant, me mettre comme objectif très précisément? Eh bien, vous prenez cette trame, vous la réécrivez, vous essayez déjà de mettre noir sur blanc ce que vous faites déjà, parce que je suis sûr que vous faites déjà des trucs. Les acheteurs que vous êtes là, vous ne découvrez pas qu'il faut faire des achats locaux, bien évidemment. Et si vous le systématisez, eh bien, ça va changer la donne. Si vous faites savoir à vos parties prenantes que vous voulez systématiser le fait que dans une maison d'enfants, par exemple sur le chapitre des pollutions, je veux exclure tous les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, vous avez gagné. À la limite, dans votre politique d'achat, vous mettez que ça. Pour une politique d'achat à 2022-2023, eh bien, sur le chapitre composition des produits, nous allons exclure les produits contenant des perturbateurs endocriniens. Vous avez la chance de travailler avec une centrale d'achat qui a créé l'Indice Vert. Vous avez un site, j'espère que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, Paul Boucherie, qui est notre référent ici CAP, peut vous former en ligne, peut vous montrer tout ça pour que vous sachiez où trouver les fournisseurs les plus engagés pour garantir que dans une maison d'enfants, eh bien, on n'a pas de perturbateurs endocriniens. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et puis après, ça évolue d'année en année. La politique d'achat que vous allez écrire demain, dans 5 ans, ne sera pas la même. Elle sera plus dense, elle sera plus complète. Mais au moins, vous partez d'une base qui fait que quand vous discutez avec un fournisseur nouveau ou un industriel, vous êtes capable de dire, voilà, moi je suis engagé là-dessus, engagez-vous avec nous. Et c'est comme ça qu'on va, aller, ça va être pompeux ce que je vais dire, mais c'est comme ça qu'on va changer le monde. Parce que si chacun d'entre nous, on se donne un petit objectif perso et collectif à supprimer les produits qui sont toxiques pour l'environnement et la santé, ben c'est comme ça qu'on va faire bouger les lignes. Donc, fixez-vous des petits objectifs atteignables, politiques, des petits pas. Je vous rejoins sur dans la politique qualité de l'établissement. L'idée, c'est pas de faire des usines à gaz, quel que soit le sujet.
c'est de se fixer des lignes et de s'en approcher au plus près et puis de corriger au fur et à mesure. Et je pense que pour une politique RSE complète, c'est un peu la même idée, c'est de se fixer des lignes rouges. Qu'est-ce qu'on ne veut pas dépasser moralement par rapport justement à ce volet et quelles sont les possibilités aujourd'hui avec les fournisseurs qu'on a, avec peut-être un autre fournisseur. Enfin, voilà. Donc, mais je regarderai donc pour une éventuelle adaptation de ce document et puis voilà, je suis sûr que l'établissement va évoluer. Nous, en l'occurrence, on a une démarche qualité très inscrite et pour le coup, le RSE va pas venir perturber grand monde puisqu'on est déjà dans cette idée d'améliorer les choses, pas que sur ce volet-là. Voilà. Je me permets d'intervenir, Pascal. Je fais partie de l'équipe du terrain. C'était pour savoir dans quel établissement vous êtes, Monsieur Daburon. À la maison d'enfants Saint-Joseph. Redites-moi le département. 68, le Haut-Rhin. Okay. Parce que je transmettrai à ma collègue et éventuellement, voilà, si vous voulez poursuivre aussi la conversation, les effets du catalogue, il pourra y avoir un lien présentiel sur le sujet. Merci. Ça marche. On peut toujours voir, oui. Parfait. Merci beaucoup de votre exemplarité. Merci. Super. Bravo. Je vous en prie. Philippe, toi qui étais hier présent à Tours, si tu nous entends, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, Philippe, tu as plusieurs casquettes, puisque hier, tu étais auditeur à Tours d'un territoire à mission qui se lance avec une dimension achat, RSE, pour rendre la RSE accessible à l'échelle d'un territoire. Et puis, tu as une mission de responsabilité grand compte sur la CAP. Je crois que ça serait intéressant d'avoir ton témoignage aussi. Alors, c'est des questions effectivement que je m'apprêtais à te poser suite à ces échanges d'hier soir. En fait, si je repositionne la discussion dans le cadre des établissements de santé, qui est quand même notre cœur de métier, sachant que hier soir, on était dans un périmètre beaucoup plus élargi, puisque dans le cadre du territoire à mission, on était à la fois dans un domaine du législateur et dans la présence des industriels de la région. On notait toutefois dans la présence de ces industriels des fournisseurs aujourd'hui de nos établissements adhérents, donc c'est notamment, tu parlais de Vlad tout à l'heure. Moi, j'ai une réflexion par rapport à cette évolution des choses et l'intérêt, parce qu'il y a un certain nombre d'établissements autour de la table là. On a depuis un certain nombre d'années, de manière assez, je pense, pionnière, engagé des achats responsables au sein des établissements de santé. Certains peut-être plus pionniers que d'autres, mais on arrive petit à petit à une maturité, j'allais dire, au moins une prise en compte de ce paramètre-là. Et les certifications et les indicateurs qui vont dans ce sens-là ont emmené, j'allais dire, les derniers réfractaires dans cette dynamique. On voit naître aujourd'hui, depuis quelques petits mois, j'allais dire, mais on voit vraiment cette effervescence aujourd'hui à passer un cap qui est de l'achat responsable, à passer vers l'entreprise à mission de manière générale. Et on rencontre de plus en plus d'établissements, voire de groupes, qui est ma vision au sein de CAP. On a quelques groupes aujourd'hui significatifs qui se sont engagés dans cette mission. Avec des vraies valeurs réelles. Les dernières médiatisations poussent peut-être aussi à donner de l'éthique et de la valeur dans ces entreprises à mission. Donc là, on reste dans un périmètre assez défini et on comprend l'intérêt pour un établissement de santé d'aller, j'allais dire, dans cette étape-là. La question que j'ai effectivement par rapport à la naissance aujourd'hui de ces territoires à mission qui commencent de manière très unitaire à se mettre en place. On échangeait hier soir. Tours est un peu la métropole de Tours est un peu en avant-garde sur le schéma, mais on a trois ou quatre autres métropoles qui sont en train de dynamiser aussi dans ce sens-là. Pour un établissement de santé aujourd'hui, le fait de s'engager sur ces territoires à mission qui naissent sur leur périmètre, je me posais la question de la valeur ajoutée ou de la raison d'être de ce territoire à mission pour un établissement de santé. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui. Parce que c'est une démarche complémentaire et effectivement, ce que ça pouvait apporter, j'allais dire en termes de quotidien, dans l'action qu'un établissement de santé, parce qu'on dépasse là la valeur achat, ce que ça pouvait amener, j'avoue que c'est un peu tôt pour nous dans cette démarche. C'est des territoires qui commencent à naître et l'intérêt d'emmener avec nous nos adhérents, c'est l'interrogation que j'ai et que j'avais notamment hier soir dans le cadre des présentations qui ont été faites. Oui. Alors, pour que tout le monde comprenne, parce qu'on n'était que tous les deux présents à cette réunion, dans la loi Pacte, il y a un chapitre qui permet de créer des sociétés à mission, c'est-à-dire des sociétés qui se définissent une raison d'être, qui la marquent dans les statuts, qui se fixent des objectifs et qui sont contrôlés par un tiers extérieur. Donc, les sociétés à mission, je pense que dans le monde des cliniques privées notamment, c'est une clé, parce qu'en France aujourd'hui, vous avez des hôpitaux dits publics et puis vous avez des cliniques privées dites lucratives ou à but lucratif ou à but commercial, c'est quand même pas terrible.
eh bien, je pense que c'est vraiment un statut particulièrement adapté aux cliniques privées ou aux établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux privés. Au-delà de ça, la loi ne concerne que les sociétés, mais la loi, on va faire en sorte de faire des propositions de projet de loi pour l'élargir à ce que eh bien, des associations, des collectivités ou des territoires puissent définir une raison d'être, c'est-à-dire un sujet. Quel est l'intérêt des établissements de santé? Eh bien, je vais vous le résumer en une phrase. En fait, il y a des actions en termes de RSE qui sont impossibles à mener tout seul, mais impossibles, et qui sont super faciles à mener si on est nombreux. Je vais vous donner un exemple pour répondre très clairement aux établissements de santé. Si vous voyez mon écran, voilà. Alors, pardon, c'est pas très net, mais je vais vous raconter l'histoire de cette photo. Vous la voyez, ce sont des contenants en plastique, en polypropylène. Allez, je vous raconte une petite histoire, ça va répondre à ta question. Un établissement de santé de 200 lits génère à peu près 2 tonnes de ce produit par an. Ce produit est 100% revalorisable. 100%. On peut le fabriquer en microbilles de polypropylène et ça repart après dans un système. Voilà. On peut aussi, quand on est industriel, faire de la consigne. Il n'y a rien d'interdit. On peut faire de la consigne. On est capable de consigner une bouteille de Coca ou de Fanta au fin fond d'un troquet dans l'Ardèche et d'avoir un process de désinfection pour y remettre du produit. On sait faire. On pourrait demain imaginer du recyclage si les industriels font de l'éco-conception des produits qu'ils nous vendent. Un établissement de santé qui veut faire tout ça, je vais vous donner un chiffre. 2 tonnes, si vous le mettez en ordure ménagère, ça va vous coûter 400 € pour les détruire. Et là, on parle de destruction. Si l'établissement est vertueux et qu'il veut revaloriser, ça va lui coûter 4 000 €. C'est-à-dire que le coût pour l'établissement vertueux est multiplié par 10, ce qui est du délire. En fait, il faudrait que l'établissement qui fasse cette action vertueuse soit payé, soit rémunéré à la limite pour le faire. Il faut inverser cette tendance, sinon on va continuer à détruire des matières premières en France. Donc la solution, elle est dans la mutualisation. Il y a un seul établissement dans la région là on parle de Tours, mais où vous voulez, parce que les territoires à mission se mettent en place là, tout d'un coup, en ce moment sur l'Hérault, sur Valenciennes, sur Angoulême et peut-être sur Marseille à court terme, eh bien, c'est de mesurer les gisements des déchets que l'on génère pour créer des filières et donc créer des emplois locaux non délocalisables. Et là, on va minorer le coût, ce qui veut dire que demain, quand on revalorise, à la limite, il faut être en capacité demain, si on est 50 établissements à l'échelle d'un territoire, non plus de payer pour détruire une matière, mais d'être payé pour la revaloriser. C'est ça le défi de demain. Donc ça, tout seul, un établissement ne pourra jamais réussir à le faire. La preuve, c'est que tout seul, ça va multiplier par 10 le coût. Alors, si à l'échelle d'un territoire, vous prenez 50 établissements qui mettent du polypropylène ensemble, demain, nous vendrons cette matière. Il faut inverser la tendance. Du fait que, moi, depuis la crise de la crise de la cinquantaine, j'ai compris que ça ne viendrait pas d'en haut, ni des politiques, ni de qui vous voulez, eh bien, ça doit venir de vous, du terrain, de vous et de nous. C'est-à-dire que si à l'échelle d'un territoire à mission, si à l'échelle de la CAP, vous sollicitez tous les adhérents d'une région, prenons encore Tours en exemple, et que vous dites, voilà, on va lancer une filière locale pour transformer un coût, une dépense, un impact négatif sur la santé et l'environnement, parce que brûler du plastique, c'est de la dioxine, après on respire, des vaches en bouffent dans les prés, on le retrouve dans le lait, bon, je vous la fais courte, mais c'est terrible. Alors que si on prend cette matière, qu'on la revalorise, ou que on milite auprès du SNITEM et des adhérents et des fournisseurs de la CAP pour consigner ces produits, mais là, on va changer le monde. C'est pas pompeux ce que je vous dis, c'est qu'on va vraiment tous ensemble sur des sujets simples, parce que le sujet que je vous évoque là, seul, il est impossible à mettre en œuvre. Ensemble, il est facile à mettre en œuvre. Il suffit qu'on se mette d'accord sur des critères de choix. Je ne veux plus de déchets non valorisables. Que la CAP préférence et privilégie ces fournisseurs-là, que vos adhérents privilégient ces fournisseurs-là et qu'on arrive ensemble, c'est ce qu'on appelle l'impact sociétal, à avoir cet impact sur la société. Et si le monde de la santé fait ça, eh bien demain, les adhérents d'un territoire à mission qui vont être qui? Des TPE, PME, des associations, des collectivités, l'opéra, le théâtre, ils ont les mêmes déchets, ils ont les mêmes problématiques, sauf que tout seul, ils n'arrivent pas à le gérer non plus. Donc voilà quel est le pari qu'il y a devant nous dans les années à venir. Ça créera des emplois locaux, ça va réduire les impacts sur l'environnement, ça va réduire des impacts sur la santé et ça va coûter moins cher. Voilà, on est au cœur de la RSE. J'ai fait un peu long, mais c'était pour essayer d'être le plus clair possible, Philippe. Message effectivement clair, c'était l'intérêt effectivement de cette mutualisation. Alors, je ne sais pas si Monsieur Daburan, pardonnez-moi, je ne connais pas la cartographie de tous les grands comptes régionaux, mais Monsieur Daburan, s'il fait partie de la fondation, pardonnez-moi, le terme m'échappe sur Colmar et sur Mulhouse.
on travaille effectivement sur quelque chose en termes de réflexion, alors pas du tout dans le cadre de territoire à mission, mais dans le cadre de mutualiser les établissements d'une région pour en faire un peu une zone test, pour pouvoir promouvoir, pour 2 raisons principales, des fabricants aujourd'hui français de dispositifs médicaux dans le périmètre des EPI, de façon à pouvoir mutualiser d'un côté sur une région la volonté d'aller sur cet axe-là, d'achat responsable sur de la fabrication française pour d'une part en faire baisser le coût aujourd'hui, parce qu'il y a encore cet aspect-là et on n'a pas de subvention dans le cadre qu'il soit privé commercial ou privé lucratif, non lucratif. Et la deuxième intention aussi, c'est une capacité pour ces prestataires-là qui s'orientent vers une revalorisation des déchets, de pouvoir sur une région par la mutualisation, revaloriser ces déchets. Ça rejoint un peu l'exemple que tu prenais, Olivier, à l'instant, je pense. Donc, on est en train de faire du territoire à mission on est en train de réfléchir à du territoire à mission sans le savoir, en l'occurrence, mais c'est dans cette expérimentation-là, effectivement, que ça peut se placer. C'est ça. Et d'ailleurs, je t'invite et j'invite la CAP et ses adhérents à venir au webinaire du territoire à mission pour justement les embarquer massivement parce que c'est la clé de cette dynamique-là. Voilà. Webinaire qui est programmé quand? De mémoire, le 7 juillet, mais je ne voulant pas dire de bêtises, je vais vous envoyer l'information extrêmement précisément. Merci. C'est effectivement la date que j'ai retenue, Olivier. Voilà, sachant que je pense que quand on voit l'engouement dans une soirée comme hier soir, alors effectivement très, très, très local en termes de métropole, mais malgré tout avec une participation de presque 350 industriels locaux et surtout l'engagement à leur côté de toutes les… Alors on n'avait malheureusement pas les représentativités, j'allais dire médicales, mais on avait quand même de la préfecture aux députés et aux différents maires de métropole un engagement du législateur. Je vois mal effectivement ce genre d'expérimentation, où cette expérimentation actuelle ne va passer à un stade de productivité pratiquement régionale sur tous les axes dès lors que chacun aura compris les intérêts communs, quoi. Parce que en fait, effectivement, là, on est vraiment dans le cadre de la mutualisation et on est vraiment sur une strate supérieure de l'achat purement responsable. Je donne encore un exemple que je constate dans toutes les réunions que je vis actuellement. Et là, c'est vraiment un exemple d'achat, de référencement, etc. Vous savez qu'il y a une priorité, notamment dans la loi Egalim, de supprimer le plastique à usage unique en restauration collective. Donc, les acheteurs, soit les gens ne le respectent pas et on voit encore des bouteilles plastiques, des gobelets plastiques, etc. Soit les acheteurs essaient de le respecter et puis, dans ce cas-là, achètent comme ils peuvent, chacun de leur côté, des gobelets en carton. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur les gobelets en carton, vous avez 2 types de gobelets. Vous avez les gobelets en carton pur et dur, il n'y a qu'une seule matière qui sont 100% revalorisables, voire compostables. Et puis, vous avez l'arnaque du moment, qui est, à mon avis, un vrai fléau. Ce sont des gobelets en carton avec un film plastique à l'intérieur. Et c'est ce que je constate partout. Il y avait ça donc hier à la réunion, c'est-à-dire qu'on met dans la croix dans la case « j'ai supprimé le plastique », mais en fait, l'action qui a été généré, qui part d'une bonne intention. Quand mon papa me disait petit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, je ne le comprenais pas, je le comprends maintenant. C'est-à-dire que l'acheteur pense avoir bien fait, sauf que quand vous achetez un gobelet en carton avec un film plastique à l'intérieur, c'est pire, parce que le gobelet en plastique, il est valorisable, le gobelet en carton, il est, mais le gobelet en carton avec un film plastique, il ne l'est pas. Donc, vous voyez qu'à l'échelle de ce qu'on a vu hier soir, c'est terrible parce que l'acheteur pense faire bien, mais en fait, il s'est fait piéger par une allégation trompeuse mensongère. Après, on va me dire, ouais, mais c'est plus cher, ça n'a pas le film plastique. OK, mais là, au lieu d'acheter, moi tout seul, mes 400 gobelets tout seul, on va se fédérer avec les 50 entreprises locales. Et puis, la CAP va faire son job, elle va aller référencer non pas les 400 gobelets dont j'ai besoin, mais les 40 000 ou les 50 000 ou les 100 000 gobelets. Et là, on ne sera plus sur un problème de prix, on sera juste sur un problème de sens. Il est 12h15. Est-ce qu'il reste une intervention, une affirmation avant la conclusion? Eh bien, s'il n'y a pas d'intervention, merci de votre participation. C'est enregistré. Vous avez les supports. N'hésitez pas à vous rapprocher de Paul Boucherie, votre référent ici. Et puis, rendez-vous prochains webinaires qui auront lieu de mémoire en septembre pour continuer l'aventure de la RSE dans la santé. Je vous souhaite un bon appétit et un bon été. À très bientôt. Merci à tous. Merci Olivier. Merci, bonne journée, au revoir. Merci à vous. Au revoir.